Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, la Cinquième République ou la démocratie confisquée. Notre régime politique est à bout de souffle. Il règne dans notre pays une atmosphère de fin de règne, comme à la veille de la Révolution. Crise financière, contestation des privilèges, extrême difficulté à réformer. À la différence d'il y a 2 siècles, les Français disposent du droit de vote, mais l'expérience montre que cela ne suffit pas. Peut-être fallait attendre que notre pays touche le fond, pour que l'on puisse remettre l'ouvrage sur le métier. Parce qu'on a laissé la situation se dégrader trop longtemps, les maux dont souffre la France, qui auraient pu être soignés à l'aide de médecine douce, exigent aujourd'hui une thérapie de choc. L'état des lieux auquel nous avons procédé apporte une réponse aux 3 questions fondamentales qui se posent. Quels sont les problèmes ? Par quels moyens peut-on les résoudre et comment mettre en œuvre les solutions ? On est d'abord frappé par l'extrême fragilité du corpus intellectuel et juridique, sur lequel repose l'état de droit dans notre pays. Les textes censés nous servir de référence contiennent des dispositions disparates, contradictoires et inadaptées. Il est grand temps de faire le lien entre nos lois fondamentales et la crise qui atteint notre pays dans ses profondeurs. C'est donc bien une réforme de l'État au sens propre du terme, que les Français confondent généralement avec la réforme de l'administration qui s'impose. Chaque fois que l'on remonte à l'origine du mal, on s'aperçoit que des principes de droit sont bafoués. Comme ils correspondent aux règles de la démocratie, il est possible d'appliquer au pays un remède unique, que les Français ne peuvent qu'appeler de leur vœu. Car c'est bien à la notion de démocratie que renvoie implicitement toute référence aux valeurs républicaines, le terme république, res publica, la chose publique, ne caractérisant en rien la nature du système politique. Un tel régime postule la capacité du citoyen à discerner son propre intérêt, au premier rang duquel il place la qualité de ses institutions. En pratique, cela revient à édicter tout d'abord à l'usage des gouvernants les grands principes sans lesquels aucune société moderne ne peut fonctionner. La solution consiste à injecter par la voie constitutionnelle, autrement dit par le haut de la pyramide, une forte dose de droit, qui diffuse ensuite ses bienfaits dans tout l'édifice juridique. Les citoyens disposent du même coup de repère sur les plans intellectuel et moral, car le mal qui taraude notre pays est bien plus de nature éthique que d'ordre économique. Tous les espoirs sont donc désormais permis. Il reste à mobiliser les talents et les bonnes volontés, pour convaincre nos concitoyens du bien fondé de ces analyses. En achevant sa mutation démocratique, la France, outre qu'elle amorcera son redressement économique, connaîtra une renaissance morale et intellectuelle. 1. Dépenses publiques, mettre fin à la gabegie. Désormais engagée dans une compétition qui met en concurrence l'organisation des pouvoirs publics à l'échelle planétaire, la France apparaît comme le dernier pays occidental à n'avoir pas su engager les réformes qui s'imposent pour relever le défi de la mondialisation. Il est devenu urgent de recentrer l'État sur ses métiers et de l'assujettir à la règle de droit. Des gouvernants dispensateurs de prébendes. Depuis 40 ans, rien n'a été fait pour lutter contre un fléau bien français, la prodigalité de nos politiques qui continuent de penser que sous prétexte qu'elle part d'une bonne intention, la dépense publique est forcément utile. L'accaparement par l'État de 57% de la production nationale a une double conséquence. Non seulement les services publics coûtent 2 fois plus cher en France qu'ailleurs, mais en outre la moitié des Français vit des ponctions opérées sur l'autre moitié. Cet accaparement est notamment la résultante des revendications incessantes présentées par des minorités agissantes avides de prébendes. Il faut faire preuve de courage pour leur tenir tête quand elles exigent des largesses de la part de l'État, qui, en leur donnant gain de cause, se met au service de groupes d'intérêts particuliers sans en avoir conscience. Le culte voué par certains au service public ne doit pas donner à penser qu'il existe 2 catégories de citoyens. D'une part, ceux qui n'ont en tête que le bien du plus grand nombre, et de l'autre, les suppôts de l'économie de marché, juste bons à monnayer très cher leurs services à des fins exclusivement mercantiles. À ces 2 catégories est venu s'ajouter un 3e contingent, la cohorte grandissante des exclus, qui ne parvient plus à intégrer un marché du travail rendu inaccessible en raison de l'incurie de l'État. Si l'on voulait être précis, il conviendrait de n'utiliser l'expression service public que pour désigner un service de l'État,
ce qui en réduirait singulièrement la portée. Car on englobe sous ce vocable des activités très diverses. Le combat pour la démocratie doit donc être mené d'abord sur le terrain des idées, et en respectant le sens des mots. La France a dû lâcher du lest sous la pression de Bruxelles, mais elle est encore loin du compte, car pour avoir une idée du nombre des emplois fictifs existants dans le secteur public, il faudrait les ouvrir à la concurrence ou réaliser un audit, comme certains pays l'ont fait, aux grandes dames des syndicats. Si on veut garantir le caractère démocratique du régime, on ne peut pas faire l'économie du minimum de théorie politique indispensable pour comprendre quelles doivent être les limites du domaine d'intervention de l'État. S'il est vrai que c'est au législateur qu'il appartient de les fixer avec précision, l'usage de la force publique ne saurait pour autant être laissé à la libre appréciation des politiciens. Redéfinir le rôle de l'État. Ayant la même raison d'être depuis des temps immémoriaux, l'État répond à une nécessité universelle. Il s'agit de savoir comment les hommes peuvent coexister, malgré toutes les raisons qu'ils auraient de s'affronter. Or, il existe un seul moyen de concilier les différents antagonismes existants avec l'aspiration générale à la sécurité et aux libertés: prévenir les explosions de violence. Le dispositif à mettre en place pour ce faire devant être confié à une autorité supérieure, ce sont les pouvoirs publics qui détiennent le monopole de la coercition, justifié par la nécessité de faire prévaloir l'intérêt commun. En démocratie, l'État joue donc un rôle à la fois central et subsidiaire. Central car il régule la société par le droit, subsidiaire car il accomplit certaines tâches qu'il est seul capable d'assumer. La société peut fonctionner grâce aux vertus d'un adjuvant magique, le droit, au sens premier de ce qui est juste. Préexistant à l'état virtuel, il demande à être explicité, son bien-fondé se vérifiant à l'usage. La puissance publique, qui est la première à devoir s'y soumettre, se doit d'en détailler le contenu pour l'utilisateur final qu'est le citoyen. La loi n'empiète pas pour autant sur la vie privée, car la morale prend le relais en rendant chacun responsable une nouvelle fois de ses actes. Il existe donc bien un critère pour déterminer si une activité comporte une dimension publique. Il suffit de pouvoir démontrer que, non seulement elle participe de l'intérêt commun, mais que le recours éventuel à la coercition est une condition nécessaire de son efficacité. On peut justifier le principe a contrario. À quoi bon user de la contrainte quand elle n'a pas lieu d'être? Pourquoi l'État devrait-il intervenir si, une fois la règle fixée, des citoyens peuvent assumer eux-mêmes la prestation des services attendus? L'État n'a donc pas vocation à faire de sa puissance la finalité de l'action politique. Ayant pour fonction première de pacifier les relations sociales, il saurait encore moins mettre la force publique au service de la lutte des classes, en prenant le risque de déclencher une guerre civile. Élever l'État au rang de Dieu séculier, fût-il servi par un vicariat laïque, revient à créer une religion de substitution qui, en faisant entrer insidieusement dans le politique le besoin de transcendance qui relève du privé, conduit sur une pente dangereuse. Une grande partie de l'Europe a payé très cher au XXe siècle le prix de cette double illusion. Pour remettre l'État à sa place, il convient donc de résoudre 3 problèmes de nature différente. Il faut savoir ce qui relève de sa responsabilité, quels sont les principes qu'il doit respecter s'il gère lui-même la prestation en direct, et dans quel cas il doit confier la tâche considérée à des tiers. Recentrer l'État sur ses métiers. L'État doit commencer par se délester des activités qui ne requièrent pas l'usage de la contrainte. Le tracé de la frontière entre sphère privée et sphère publique suit l'évolution des mœurs, mais aussi de la technologie et de la science juridique. Il appartient à la loi de le préciser, au terme d'un débat où s'affrontent les points de vue des 2 bords de l'échiquier politique. Plus les outils permettant de définir les droits de propriété sont perfectionnés, plus l'organisation de la société peut reposer sur la responsabilisation de l'individu, qui épargne aux citoyens les contraintes collectives imposées par des décideurs anonymes. Il revient aussi à l'État de définir aussi la meilleure articulation possible entre les 2 sphères. Là où la concurrence peut s'exercer, il n'y a pas lieu d'instaurer un monopole. Dans le cas de monopole dit naturel, la concession à un tiers sauvegarde mieux l'intérêt des usagers, quand l'attributaire peut être remplacé. L'existence d'entreprises parapubliques peut se justifier pour des raisons techniques.
Le privilège du monopole de droit doit alors être compensé par certaines contraintes comme l'interdiction du recours à la grève et l'obligation d'assumer la continuité du service. Le contribuable n'échappant pas toujours au risque de devoir éponger des déficits, l'argent public risque néanmoins de servir à conforter des intérêts privés. C'est aussi pourquoi le principe de société d'économie mixte, organisation qui se distingue surtout par l'opacité de leurs comptes, est à bannir. Quant aux interventions directes de l'État sur les marchés, au motif que ceux-ci souffrent de dysfonctionnements, elles ne font généralement qu'aggraver la situation et susciter de nouvelles interventions, qui entretiennent les gouvernants dans l'illusion qu'ils règlent les problèmes économiques. Lorsqu'on cherche à mieux comprendre les défaillances d'un marché, alors même que l'absence d'esprit d'initiative est souvent imputable au comportement de la puissance publique, on constate en général que la législation est inappropriée, autrement dit que l'État a failli à ses obligations en matière réglementaire. Moderniser les services publics. Lorsqu'on est en présence de véritables fonctions étatiques, il faut s'interroger sur la gestion des deniers publics. L'État n'étant ni plus ni moins qu'une grande entreprise de services, il est souhaitable dans ce cas qu'il exerce lui-même les prestations dont il a la charge. D'abord, parce qu'il peut en contrôler la qualité, ensuite parce que cette option permet de réaliser des économies. En effet, l'État n'a pas besoin de rechercher des clients, par ailleurs, ses salariés sont prêts à accepter d'être moins bien payés que des salariés du secteur privé. La raison en est double. Ils bénéficient d'une meilleure sécurité de l'emploi, car les fonctions étatiques n'ont pas vocation à disparaître, et ils ne sont pas contraints, comme les aristocrates sous l'Ancien Régime, d'exercer une activité subordonnée au bon vouloir de clients. La sous-traitance peut se justifier toutefois pour des raisons financières. Les organes de l'État devraient même y avoir obligatoirement recours quand les entreprises privées peuvent dispenser des prestations identiques pour un coût inférieur, car il est inacceptable de dilapider l'argent public. On ne doit pouvoir gaspiller que son propre bien. C'est pourquoi tous les organes publics doivent tenir une comptabilité analytique et patrimoniale, comme c'est le cas en Suède. La baisse du niveau des traitements qui en résulterait dans le secteur public serait bénéfique pour les contribuables, mais aussi pour les agents de l'État, dont l'emploi serait ainsi sauvegardé. Un souci de bonne gestion, mais aussi de simple justice, conduirait à remettre en cause du même coup la garantie de l'emploi dans la fonction publique. La Suisse, l'Italie et les pays nordiques ont déjà tranché. Si l'on en juge par l'expérience des pays les plus performants, et par les travaux d'économistes de renom, le respect rigoureux de ces principes de bon sens pourrait, quand les citoyens auront pris conscience de l'extraordinaire potentiel du modèle démocratique, ramener le taux des prélèvements obligatoires aux alentours de 20%. 2. Simplifier l'organisation du territoire. Nous serions également mieux gouvernés si les décisions étaient prises au niveau pertinent. Non seulement le pouvoir y est concentré à l'excès au niveau national, mais la France compte aussi un nombre record d'échelons administratifs, dont 5 levant l'impôt. Il s'agit là du deuxième poste, après la sécurité sociale, à l'origine de l'explosion des dépenses publiques. Le département, un outil au service du centralisme. Pour comprendre cette aberration, il faut remonter à la source. Le centralisme hérité de l'Ancien Régime s'est beaucoup accentué à la Révolution. Réalisé en 6 semaines, le découpage de la France en circonscriptions administratives, appelées départements, n'avait nullement pour objectif de confier la gestion des affaires locales aux élites du lieu, mais bien de permettre au gouvernement central de diriger le pays depuis Paris. Il s'agissait de briser les solidarités traditionnelles, en éliminant ou en absorbant tous les anciens corps intermédiaires, sous prétexte de créer un lien direct entre le citoyen et l'État par l'entremise des représentants de la nation. Conçus pour être les piliers d'un centralisme à succursales de proximité multiples, les départements ne pouvaient qu'empêcher l'éclosion de pouvoirs de proximité et d'un échelon régional capable de faire contrepoids face à Paris. L'habillage démocratique reposait non pas sur des assemblées d'élus, mais sur un régiment de commissaires de la République nommés par le pouvoir central. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.